Bienvenue sur le podcast La table des experts d'un métier presque parfait. Tu ne sais pas quel est le bon métier pour toi, tu ne sais pas quoi faire après le bac. Tu es en reconversion pro, tu veux changer de métier mais tu ne sais pas lequel choisir, alors tu es au bon endroit. Un métier presque parfait, c'est Clémentine qui teste tous les métiers avant la retraite pour te fournir les infos concrètes et que tu puisses faire un choix éclairé. Le podcast, animé par Olivier, est là pour aller en profondeur dans le métier, tout en ayant une mixité et une représentativité. Hommes-femmes, seniors-juniors, salariés indépendants, handicap, mais également aborder la RSE et la formation. Alors dans cet épisode, on va découvrir le métier de télépilote de drone. Donc télépilote de drone, en fait, c'est utiliser un outil qu'on appelle un drone. Et avec ça, on va prendre de la hauteur pour réaliser diverses missions audiovisuelles, inspection et bien évidemment de la cartographie. Alors je suis avec Pierre-Éloi de ProLive Formation. Pierre-Éloi, bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Éloi, petite question puisque tu es dans la formation de ce nouveau métier. Alors, est-ce que c'est un nouveau métier? Est-ce que c'est un métier plus ancien? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors c'est un métier qui se développe de plus en plus depuis 2015. Auparavant, les drones étaient vraiment des objets très basiques qui depuis de plus en plus se développent, s'automatisent, s'autonomisent même je pourrais dire. Et du coup de ce fait-là, il faut pouvoir former tous ceux qui souhaiteraient utiliser cet outil. Ce n'est plus un jouet comme auparavant, mais vraiment un outil professionnel. D'accord, donc effectivement, à partir du moment où ça devient un outil professionnel, je suppose qu'il y a ou des études ou des formations pour y arriver, ou des passerelles peut-être pour les personnes qui voudraient se reconvertir. Alors pour ceux qui souhaitent devenir professionnels, il y a deux choses à avoir. Il faut avoir ce qu'on appelle le CATT, Certificat d'aptitude théorique drone. C'est un peu comme un code de la route. Voilà, 60 questions, il faut avoir minimum 45 bonnes réponses. Ça se fait dans les locaux de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Une fois qu'on a ce code, il faut pouvoir passer un examen pratique au sein d'un organisme de formation. D'accord, ok. Et au niveau de la formation, admettons demain je me dis, bah tiens, je vais devenir télépilote de drone, ça va me coûter quoi? Est-ce que je peux le faire financer éventuellement et ça va me prendre combien de temps? Alors la formation, nous on la propose à 3 000 €, elle dure sur 10 jours. 3 000 € hors taxe, donc 5 jours de théorie, 5 jours de pratique. En moyenne, ces prix-là sont communs à tous les organismes en France. La formation donc dure 10 jours. Elle est reconnue au registre national des certifications professionnelles, plus particulièrement le répertoire spécifique. Et de ce fait-là, elle est finançable par le CPF, compte personnel de formation. Alors, il y a des conditions d'accès spécifiques, il y a un niveau d'études particulier à avoir pour pouvoir intégrer la formation? C'est ouvert à tout le monde. Il est vrai que c'est mieux d'avoir quelques connaissances en mathématiques. Il y a beaucoup de calculs à faire, notamment au niveau de la théorie, pour passer l'examen théorique. Mais la formation est vraiment ouverte à tous les métiers et elle se développe sur tous les métiers aujourd'hui. Super. Alors, j'entends parler également, là c'est un petit peu à part, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, la fameuse IA avec ChatGPT, entre autres, etc. Ça va avoir un impact effectivement sur ce métier de télépilote de drone ou pas du tout? Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle est un sujet qui nous touche beaucoup aujourd'hui. Je pense que ça va forcément arriver un jour ou l'autre, notamment sur la possibilité de faire des vols autonomes. C'est-à-dire que le drone, sans qu'on touche à rien, pourra aller d'un point A à un point B. Par contre, cela inquiète aussi beaucoup différentes personnes au sein notamment de la Direction Générale de l'Aviation Civile qui voient en cela un risque pour la population, un risque que les drones puissent tomber n'importe où, puissent faire un peu n'importe quoi. Mais écoute Pierre, je te remercie. De mon côté, on mettra bien évidemment toutes les informations directement dans le descriptif du podcast pour que ceux qui veulent se reconvertir ou se lancer dans un métier d'avenir puissent avoir les informations nécessaires et aller sur le site internet. Merci à toi. Merci, bonne journée. Alors on continue toujours avec le métier de télépilote de drone et là je reçois maintenant Ludovic et Maxime qui sont tous les deux télépilotes, donc qui ont toutes leurs habilitations. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, Ludovic et Maxime, une petite différence toutefois entre vous deux. L'un de vous est salarié, l'autre est indépendant. Donc Ludovic, tu es indépendant, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et donc Maxime, forcément? C'est ça, salarié depuis 1 an. Salarié depuis 1 an, d'accord. Donc tout récent au niveau du métier. C'était compliqué de trouver un job en tant que salarié ou pas? Alors, c'était en effet très compliqué, parce qu'entre le moment où j'ai eu mon permis, mon CATT, et où j'ai décroché mon premier emploi, j'ai quand même eu un bon 2 ans de battement. D'accord.
qui est passé par de la recherche dans d'autres métiers aussi, qui n'ont pas forcément abouti à grand-chose. Mais effectivement, j'ai même dû passer par des agences d'aide à la recherche d'emploi pour trouver les bons automatismes dans ma recherche. D'accord. Et donc là, tu as des côtés, donc tu as trouvé en fait un emploi, donc c'est du temps plein, c'est du temps partiel C'est du temps plein. J'ai D'accord. commencé avec un CDD et je suis passé en CDI 2 mois après. Tu sais si effectivement il y a des contrats dans le cadre de la fonction publique ou pas à ce niveau-là, ou ça n'existe pas encore pour l'instant? Alors très peu. Il y a beaucoup l'armée qui revient, mais ça n'a rien à voir avec notre domaine, c'est une autre formation. Mais non, de mon côté, dans la fonction publique, etc., j'ai pas vraiment eu d'écho à ce niveau-là. C'est beaucoup des entreprises qui sont dans la cartographie, dans les inspections, etc., dans toute la France, qui mettent des offres d'emploi sur Internet, et nous, on les consulte, et après, on postule, et on espère avoir des retours. Oui, pour ceux qui se posaient la question et qui ne veulent pas partir vers un statut d'indépendant, c'est un métier qu'on peut exercer en salariat. Et d'ailleurs, on a effectivement Ludovic qui, lui, exerce ce métier effectivement en tant qu'indépendant. Alors, dis-moi, en tant qu'indépendant, tu as démarré il y a combien de temps? Alors, certification 2019, création d'entreprise 3 mois après. Donc ça fait aujourd'hui déjà un peu plus de 4 ans que tu exerces la profession, c'est ça, fait. en tant qu'indépendant. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour réussir quand on est indépendant? Il y a beaucoup d'investissements à la base. Comment ça fonctionne, dis-moi? Alors, au départ, il y a de l'investissement pour la société, de l'achat de matériel, si on a besoin d'un gros drone performant, il faut des ordinateurs, stockage et tout le tralala, tout ce qu'il faut à côté. Mais oui, il y a quand même de l'investissement assez conséquent. On va dire, pour bien commencer, il faudrait entre 10 000 et 12 000 euros. D'accord, oui, quand même, donc 10 à 12 000 euros. Formation comprise ou en dehors de la formation? On parle que du matériel là, et de l'entreprise. 10-12 avec la formation compris dedans, oui. Et aujourd'hui, tu exerces ce métier en tant qu'indépendant. Question tout simple, est-ce que tu en vis? En vivre, on essaye. Ouais, ok. C'est en fonction des contrats. De toute façon, c'est soit qu'on a une bonne période où on peut avoir, je sais pas moi, une dizaine de contrats sur le mois, ou après on peut tomber sur un mois où il n'y a rien du tout, voilà. C'est le principe de toute entreprise, en fait, C'est qui ça. vent des services. Quoi. Oui. Des mois avec et des mois sans. Tiens, une petite question pour avoir un ordre d'idée. Au niveau salariat, je ne vais pas te demander ton salaire fixe, mais est-ce que tu as une fourchette un petit peu pour me dire ce qu'on peut gagner, en fait, en base de salaire pour un télépilote de drone? Alors le salaire est très variable en tant que télépilote de drone, notamment parce qu'on peut arriver dans une entreprise avec des compétences plus poussées, même avec aussi bien les compétences de télépilotage, mais aussi les compétences de traitement. Alors dans mon cas, on va dire chez les juniors, en fonction de l'entreprise, de son nombre de salariés, de son nombre de clients, etc., on peut varier sur une fourchette allant de 1 700 euros à 2 700 euros à l'embauche, aussi en se fiant aux chiffres qui sont inscrits sur les offres d'emploi qui sont en ligne. D'accord, là on parle en salaire net, en salaire brut? Là, on parle en salaire net. On parle en salaire net, d'accord. Donc effectivement, c'est quand même un métier où, pour 35 heures, c'est correctement rémunéré quand on veut démarrer, quand on veut se lancer dans cette aventure-là. De ton côté, Ludovic, ça se passe comment? Donc tu m'as dit que tu en vivais avec des mois bien, des mois moins bien, voilà. Mais tu as quand même un petit bilan quand même depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, si tu peux me donner une fourchette de ce que tu arrives à retirer en fait en salaire? On peut passer de 50 à un petit 3 000 euros. Donc de 50 euros à 3 000 euros. Sûr que le jour où tu as 50 euros pour faire les courses, c'est un petit peu plus compliqué. C'est difficile. Ça, c'est un peu clair. Il y a intérêt effectivement à avoir mis un peu d'argent de côté quand on est indépendant. On discutait tout à l'heure avec un formateur. Ce que j'aimerais bien voir, c'est un petit peu avec vous, quelles sont les perspectives d'évolution en termes de salaire, parce qu'aujourd'hui, je suppose qu'en tant qu'indépendant, ça ne doit pas être toujours facile de trouver non plus des contrats en tant que télépilote de drone. Est-ce que tu imagines un petit peu les perspectives, comment tu vas pouvoir développer ton entreprise? En fait, le drone est, on va dire, un accessoire supplémentaire dans la société. Si on a besoin de faire de vidéos, de toute façon, on aura toujours minimum dans la vidéo une captation où il y aura un plan, voire 2, voire 3 plans de drone. Tu es spécialisé dans une... Tu as une particularité au niveau pilote de drone, où tu fais de tout en fait? Moi, je fais de la photo, vidéo, de l'inspection et de la photogrammétrie aussi. La photogrammétrie. C'est de la reconstruction de bâtiments par prise de vue en drone. Le nom de ta société, tiens, parce que ça, je ne te l'ai pas demandé. LV Drone et Production. LV Drone et Production. Bon, vous aurez tous les liens, en tout cas, sur le descriptif du podcast.
On parlait d'évolution effectivement du métier en fait. Est-ce que l'un de vous demain pense à avoir une évolution en type de carrière, partir vers de la formation ou des choses comme ça? Moi, pas forcément, parce qu'on est une petite boîte. Par contre, pour mon évolution dans la boîte, si jamais on recrute plus de télépilotes à l'avenir, bah, pourquoi pas être manager de télépilote. Du coup, ça m'amènerait à télépiloter un peu moins, mais à gérer, on va dire, une flotte de télépilotes, etc. C'est plutôt ce genre de perspective dans l'entreprise. Ok. Et toi, ton évolution, Ludovic, tu vois ça comment au niveau de ton entreprise? L'évolution, c'est possible, mais à l'heure d'aujourd'hui, dans le calendrier, on n'arrivera pas à caser là-dedans. Ok, écoutez, merci à tous les deux de nous avoir expliqué un petit peu d'un côté le salariat, de l'autre côté, voilà, on est indépendant, donc c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Merci à vous deux, et puis on se retrouve prochainement, pourquoi pas autour de notre podcast. Merci. Alors on se retrouve avec Pierre-Éloi, notre formateur de tout à l'heure, qui était déjà intervenu pour nous expliquer un petit peu comment on pouvait devenir télépilote de drone, et on accueille également Clémentine, dit la Rambo de la vidéo. Bonjour Clémentine. Bonjour. Alors, Clémentine, content de t'avoir ici autour de la table. Voilà, on va parler un petit peu d'une chose qui fait écho aujourd'hui en France. On parle souvent dans les métiers de la mixité homme-femme. En tant que télépilote de drone, mixité, ça... Allez, honneur aux dames du coup. Donc, Clémentine, ça évoque quoi pour toi, cette mixité ? Ma mixité, ça va être plutôt le côté accessibilité. C'est le fait que le métier soit fait pour les femmes et qu'on puisse le faire. Et je pense que Pierre-Éloi peut nous témoigner du coup de la mixité qui augmente, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'en formation, au tout début, on avait beaucoup d'hommes. Comme on dit communément, on avait pas mal de geeks, de gens qui étaient pas mal sur des jeux, des simulateurs, et qui se débrouillaient et très bien dans le pilotage du drone en général. Par contre, dernièrement, on a de plus en plus de mixité au sein des formations. Là, sur les 2 dernières formations, on a eu la parité. On avait 3 hommes, 3 femmes sur les 2 dernières formations, et les femmes se sont très bien débrouillées sur la partie pilotage. Alors, Pierre-Éloi, j'ai une petite question pour toi, puisque tu fais de la formation. Je suppose que tu continues de suivre effectivement les personnes que tu as formées. C'est aussi compliqué pour un homme que pour une femme aujourd'hui de trouver effectivement du travail, ou que ce soit en tant qu'indépendant, en tant que salarié, au niveau télépilote de drone, ou c'est simple ? Alors, les dernières personnes qu'on a eues, c'était plutôt des indépendantes, donc qui se lançaient elles-mêmes dans le métier du pilotage de drone, de la vidéo. Et de leur écho, elles n'ont pas trop de problèmes à trouver du travail à leur niveau. Tiens, Clémentine, à propos, puisque Pierre-Éloi me dit qu'effectivement, il n'y a pas trop de complexité à trouver du travail quand on est télépilote de drone féminine, femme, d'ailleurs la Rambo de la vidéo. Dis-moi, Clémentine, toi, à ton niveau, est-ce que tu as eu des choses un peu plus compliquées pour pouvoir exercer en tant que télépilote de drone, ou c'était plutôt simple pour toi ? Alors, c'était plutôt simple. En fait, moi, j'étais déjà vidéaste et le drone a été en fait un outil supplémentaire puisque quand on est vidéaste, on nous demande, au fait, tu pilotes les drones ? Et donc, on finit par piloter les drones. Donc, moi, ça s'est fait comme ça et pas de soucis particuliers. Tout s'est bien passé, tant pour le passage de l'examen que les dossiers actuellement. Et puis, c'est vrai que le drone, ça attire pas mal et que ça permet d'avoir plus de contrats aussi en tant que vidéaste. Et tu as remarqué peut-être certains inconvénients à être une femme, effectivement, dans ce domaine de télépilote de drone qui était masculin à la base ? Alors, des inconvénients majeurs, non. Après, il y a toujours les petits inconvénients qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est parfois, on se retrouve sur des chantiers au milieu que de bonhommes et qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur un chantier au milieu des hommes. Alors, ça se passe toujours très bien, ils sont toujours super sympas, super bienveillants. Et effectivement, des fois, on se retrouve dans des endroits un petit peu où il faut aller escalader, on se retrouve dans une carrière de pierre, on se retrouve sur un chantier. Il ne faut pas avoir peur de se salir, il ne faut pas avoir peur d'aller dans des endroits un petit peu moins accueillants, on va dire, du style, des fois, on peut se retrouver tout seul à être là pour piloter son drone au milieu d'un champ, par exemple. Donc, rien d'inquiétant, mais il faut prendre ça en considération. Parce que mon télépilote de drone, on voyait ça tout à l'heure, effectivement, c'est aussi prendre des photos d'événements, prendre de la hauteur pour pouvoir avoir des visuels d'événements de haut. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent se tourner aussi un petit peu le week-end, je suppose. Au niveau de votre vie de famille, ça se passe comment ? Vous arrivez à avoir une vie pro, une vie perso, ou il faut être... Alors, comme dans tout métier, il y a des concessions à faire. Moi, personnellement, pour le côté audiovisuel, j'ai décidé de ne pas faire tout ce qui est mariage et événements perso, puisque je suis maman et ça me permet de profiter, moi, de ma fille le week-end. Mais ça arrive qu'on ait des événements d'entreprise, par exemple, à filmer qui soient le week-end. Mais ça reste épisodique.
Ça va dépendre vraiment de la mission qu'on va accomplir avec le drone. Par exemple, pour tout ce qui est cartographie, plan 3D, etc., ça va être plutôt sur les horaires de bureau où les entreprises sont présentes. Donc oui, on a une vie de famille si on arrive à bien gérer. Pierre-Éloi, petite question pour toi, si tu me le permets. On va parler un peu plus des femmes. Comment tu pourrais encourager demain les femmes à devenir télépilote de drone si tu devais faire passer un message en disant mais allez-y, c'est un métier qui est fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être une geek et accro effectivement aux jeux et aux manettes pour pouvoir devenir télépilote de drone. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de se lancer dans ce petit défi? Alors, parmi toutes les stagiaires que j'ai pu avoir, on m'a dit beaucoup que les femmes avaient plus de sensibilité que les hommes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il est vrai qu'à certains moments, lors de la formation pratique, qu'il fallait faire des exercices de prise de vue, de travelling, de suivi de certains objets, etc., il y avait certaines femmes qui avaient une manière différente de voir la chose, parfois plus belle, en tout cas vraiment différente de ce que nous les hommes on peut voir de manière générale. Donc si je peux les encourager, c'est de dire voilà, venez nous aider à faire vraiment des choses magnifiques, on peut faire des choses superbes en étant homme comme en étant femme, et le métier de télépilote de drone est vraiment ouvert à tout le monde. Petit message de ta part, Clémentine, à toutes les femmes qui nous écoutent. C'est un métier super cool, on peut s'épanouir et il n'y a pas de restrictions pour nous, donc venez nombreuses. Merci à vous deux pour ce petit moment sur la partie mixité hommes et femmes. Alors, peut-être encore une dernière question. Oui, c'est vrai, c'est une question que j'aurais dû poser à un moment donné quand même. On dit télépilote de drone. Est-ce qu'il y a un nom féminin pour ça ou... Non. Pour l'instant, on dit toujours télépilote de drone. Alors, ce qui est amusant, petit bonus par rapport à ça, c'était qu'au début, en formation, on se disait tiens, une femme, incroyable. Et maintenant, désormais, c'est plutôt tiens, il n'y a pas de femme dans cette formation. Ah, c'est étonnant. Peut-être qu'un jour, on dira aussi tiens, il n'y a pas d'homme. Ça peut arriver, tout à fait. Ça pourrait arriver aussi. Donc, il n'y aura pas de télépilotesse de drone, il n'y aura pas de nom comme ça, ça va rester sur un nom générique pour tout le monde. Oui. C'est ça ? Et puis, ça faisait pas très beau télépilotesse. Télépilote, ça passe. Ouais, télépilotesse, c'est bon. Télépilotesse, ça fait hôtesse, ça fait... Ouais, non, ça fait pas ça. Ok, merci à vous deux en tout cas pour cette réflexion autour de la parité homme-femme sur le métier. Merci Clémentine. Merci. Merci Pierre-Éloi. Merci beaucoup. Et on se retrouve maintenant avec Clément Ross, responsable RSE, et Jean-François qui est référent handicap, pour parler un petit peu de la démarche. On commençait par parler un petit peu de la démarche RSE, tiens, dans le cadre du métier de télépilote de drone. Clément, aujourd'hui, la démarche RSE, elle est au cœur de toutes les entreprises. C'est ce qui est de plus en plus demandé, sollicité, même pour les appels d'offres, etc., où on retrouve effectivement une démarche RSE. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche RSE qui est importante à mettre en place pour ce nouveau métier ? Comme tu l'as cité, effectivement, il y a une imposition législative sur le sujet RSE. Le législateur tente à imposer ceci dans toutes les entreprises, donc forcément le métier des dronistes ne fait pas exception. Après, c'est la sensibilité de l'employeur, du chef d'entreprise, de mettre en place une politique forte sur son entreprise et notamment sur ce métier cible qu'est le télépilote de drone. Voilà. Donc, c'est à façon. Ok, tout à fait, ouais. Oui, donc comme je te disais en fait, Clément, je suppose qu'il y a des petites actions quand même qu'on peut mettre facilement en place pour protéger un petit peu la planète et s'avancer vers cette démarche RSE. Oui, tout à fait. Dans le volet RSE, on a l'homme et son environnement. Donc il y a plusieurs sujets. L'homme, c'est l'enjeu de la RSE aujourd'hui pour l'homme, c'est séduire l'homme pour qu'il puisse accéder à ce métier, qu'il ait la volonté d'accéder à ce métier. Donc ça passe par les conditions de travail, notamment l'environnement de travail qui est très important. Sur le sujet de la protection de l'environnement au niveau RSE, le drone est un produit de la mondialisation. Donc, par définition, il ne respecte pas l'environnement. C'est une manière de voir les choses. D'accord. Une autre manière de voir les choses est de dire ça a permis un bond technologique qui a remplacé notamment la prise de vue par hélicoptère. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'autre choix
que de faire ce type de prise de vue ou d'opération en hauteur. Donc c'est quand même une avancée qui permet de protéger l'environnement. Bon. Après, on pourrait parler de la cause animale, ce genre de choses, mais bon, je ne sais pas si c'est... Ah, mais allons-y. Moi, tout m'intéresse, je t'en prie, vas-y. J'ai pas invité Brigitte, hein, mais on peut avancer ensemble, il n'y a pas de problème. Le drone, par définition, chaque environnement qu'on va observer va être modifié. On ne peut pas faire autrement. Même les photographes animaliers les plus réputés modifient leur environnement. Donc il y a des nuisances perceptibles et d'autres qui ne sont pas perceptibles. Quand on téléopère un drone dans une zone protégée, ça peut arriver pour certains besoins spécifiques. On peut effrayer certaines espèces, les figer, les paralyser avec des abandons de nid ou les coincés dans des endroits dont ils ne savent pas s'échapper. Donc, ça a eu une influence. Après, encore une fois, c'est à la sensibilité de chaque téléopérateur de faire de téléopérer soigneusement. Et puis, quand il n'y a pas nécessité de bouger son environnement, on ne le fait pas. Voilà. D'accord. Et ça, c'est du bon sens. Ok. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la démarche RSE, si tu veux bien, alors je ne sais pas si je suis dans le sujet ou hors sujet, complètement aucune idée. Mais aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de rénovation énergétique au niveau des habitations, etc. Donc, le fait de pouvoir aujourd'hui observer les habitations, observer les usines, les différents complexes avec un drone, est-ce que ça contribue également à une meilleure démarche RSE, une meilleure qualité ? Tout à fait, et c'est complètement... nous, aujourd'hui, chez Aros Ingénierie, donc on fait de l'accompagnement à la transition énergétique des entreprises, c'est un outil ultime, parce qu'il nous permet de valider, notamment sur des complexes d'étanchéité un peu compliqués, en toiture, avec des formes un peu bizarres, d'aller faire de la photogrammétrie, donc de gagner énormément de temps pour faire des relevés très précis, qu'on ne pourrait pas faire à la nacelle et où ça prendrait trop de temps, clairement. Ou alors de faire du diagnostic ou du contrôle non destructif. C'est une super utilisation de faire de la téléopération. Notamment, il y a eu un grand projet de rénovation des ponts, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont effondrés en France. Donc l'État français a remis du budget sur la table là-dessus. Et le drone a permis d'accéder à ces endroits facilement et de téléopérer des travaux complexes qu'on n'aurait pas pu ou difficilement. Donc super, clairement. Donc pour l'environnement, en tout cas la rénovation énergétique, c'est un super outil, clairement. Ok, super. Tiens, Jean-François, toi qui es référent handicap, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur cette démarche RSE, t'as envie de dire quoi par rapport à ça ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Alors on pourrait parler des heures. Moi, quand j'ai monté mon cabinet de gestion de patrimoine, j'ai mis en avant ma politique RSE, qui est souvent un petit peu un contre-courant du métier, avec des objectifs précis, surtout sur la partie bénévolat, qui fait partie vraiment de ma cible, avec l'UNICEF ou HUP Entrepreneurs qui aident les personnes en situation de handicap à créer et développer leur entreprise. Donc oui, c'est un sujet qui est très vaste et en même temps pas facile à aborder. D'accord. Tu parlais de RSE, mais tu parlais également de handicap, puisque tu es le référent Exactement. handicap sur ce podcast-là. Au niveau handicap, est-ce que c'est un métier qui est accessible facilement aux personnes qui ont une déficience ou qui peut y accéder avec certaines déficiences ? Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est assez complexe parce qu'on retrouve en moyenne, à peu près 4 grands pôles de handicap, le visuel, le moteur, l'auditif et le cognitif. Donc en fonction... du degré de handicap, tout à fait. Ouais. Du degré de handicap, alors on peut adapter. Si c'est le visuel, on peut avoir un accompagnateur, sachant que sur le terrain, on a une obligation légale d'être 2 personnes. D'accord, ça je savais pas. Pour la sécurité. Ok. Sur la partie moteur, il faudra peut-être, il y a peut-être des solutions au niveau des commandes à améliorer. Au niveau de l'auditif, alors là, j'ai pas d'exemple précis, mais oui, je pense que d'une manière globale,
pas pour tout type de handicap, mais pour la grande majorité, on peut faire des adaptations et leur permettre justement d'appréhender le métier de manière différente. Oui, parce qu'en fait, on parle de plus en plus d'inclusion aujourd'hui au niveau de notre société. Clairement, c'est toujours intéressant aussi de savoir que même si on a un handicap, on peut quand même effectivement exercer ce métier de télépilote de drone. Alors, sous certaines conditions, bien évidemment. Hein. Alors lesquelles, dis-moi, tiens. Il faut avoir une appétence. Et c'est vrai que souvent, les personnes en situation de handicap ont des passions qu'on ne retrouve pas habituellement. Et je pense que c'est là-dessus où on peut venir en complémentarité. Ils ont tendance à approfondir les choses. Donc, je pense que ça pourrait être un bon sujet, et surtout pour les chefs d'entreprise. Oui, tout à fait. Les responsables de structure. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Et d'ailleurs, je vois Clément veut réagir. J'avais justement une question pour toi. Je veux rebondir sur le sujet. Parce qu'au départ, en fait, tu nous parlais un petit peu dans la démarche RSE. Effectivement, tu mettais l'humain aussi au cœur de cette démarche RSE. Donc l'humain par rapport au handicap, dis-moi par rapport au RSE. Moi, je trouve que c'est le télépilote de drone, sur certaines applications de niche notamment, on parlait de contrôle non destructif, ça peut être une opportunité à saisir pour ces publics. On parlait de handicap, mais on a aussi des publics un peu plus difficiles. Pour faire de l'humour, des repris de justesse, par exemple. D'accord, ouais. Mais c'est une réelle opportunité parce que sur des métiers en tension, quand on n'a pas assez d'opérateurs, ils peuvent s'insérer sur ces métiers. Et si ça devient en plus pour eux un métier passion, ça va les remettre dans le collectif et permettre avec ce métier passion de raccrocher les wagons et à la sensibilité encore une fois de l'employeur, peut-être de passer un petit peu de temps sur le sujet, ça sera du temps bien dépensé et permettre d'adapter donc à des situations de handicap ou des publics difficiles, parce que de toute façon sur le marché du travail il n'a pas de gens, donc il faut qu'il s'ouvre. D'accord. Donc c'est une réelle opportunité et moi j'encourage les gens, tu le disais, il y a des associations qui poussent et parfois un contact d'une demi-heure, 10 minutes, ça ouvre des portes et il ne faut pas hésiter, je pense, réellement. D'accord. Donc concrètement, Jean-François, si on sait se servir de ses mains et si on a un minimum de vue, c'est un métier qui est ouvert effectivement à tous, quoi. Tout à fait. Et puis je dirais même que l'État est même présent à ce niveau-là avec la GFIP. Qui peut vous aider et vous permettre d'intégrer ce type de métier. D'accord. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à aller voir les gens, discuter, poser des questions. Oui, c'est important. Ok. Quelque chose à ajouter sur la RSE, Clément, ou sur le handicap, Jean-François ? C'est un vaste sujet. Et encore une fois, moi, la seule chose que j'ajouterais, c'est essayer de faire sa différence. Alors c'est très facile à dire quand on est riche, bien portant, plutôt que pauvre et malade, comme disait Francis Blanche, je provoque encore une fois. Mais la différence est une chance. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser, bousculer les codes dans un métier qui est nouveau. Et donc, qui dit nouveau métier, dit nouvelle personne, un autre public, et donc des gens qui sont peut-être un peu plus ouverts que de base. Des opportunités. Il y a de réelles opportunités, donc il faut y aller. D'accord, donc comme le disait notre formateur tout à l'heure, effectivement, les femmes ont un autre regard que les hommes. Et aujourd'hui, les personnes effectivement qui ont un handicap auront peut-être encore un regard différent, ce qui permettra d'avoir d'autres visuels et d'autres choses au niveau de prise de vue. Eh bien super, écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci Jean-François, merci Clément, et puis au plaisir de se revoir pour l'invitation. Au plaisir. Merci. C'était un plaisir. Merci pour la petite citation de Francis Blanche. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Allez, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. On remercie déjà tous nos invités autour de ce métier de télépilote de drone. Et puis, nous allons vous donner rendez-vous sur un prochain épisode où, bien évidemment, Clémentine va tester un nouveau métier et on pourra vous en parler plus en détail. Cet épisode vous a plu ? Écoutez, laissez un commentaire et 4 étoiles sur Apple Podcast. On répondra à tous les commentaires. Et si vous êtes chef d'entreprise, si vous voulez mettre votre métier en avant et qu'on parle de vous, n'hésitez pas à candidater. Vous trouverez tous les liens, effectivement, dans le descriptif de ce podcast. Allez, rendez-vous au prochain épisode avec Clémentine, la table des experts autour d'un métier presque parfait.